Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une odyssée passionnante dans le cadre juridique lié à l'exploitation de vos œuvres via Suno sur d'autres plateformes comme Spotify, Apple Music, etc. Pour comprendre tous les enjeux au niveau mondial, puis à un niveau plus petit, au niveau français, de l'évolution de la musique via l'intelligence artificielle, je reçois de votre part de nombreux commentaires me posant des questions si j'ai le droit de monétiser mon œuvre, etc. Eh bien, en droit, en général, il y a des concepts généraux, un cadre législatif fixé de manière générale, puis des interprétations jurisprudentielles au cas par cas. Pourquoi suis-je légitime de vous parler de cela? C'est votre droit de vous le demander. Eh bien, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis longtemps ou les abonnés plus récents, vous me connaissez un petit peu comme un graphiste, quelqu'un qui a donné de nombreux cours de Photoshop, d'Illustrator, des cours de conception de sites internet depuis les années 90. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que mes premières études, c'était le droit. J'ai passé 5 ans à user mes guêtres sur les bancs de la faculté de droit et de sciences économiques de la Côte d'Azur, en droit public et sciences politiques. Et à l'issue de cette période, j'ai obtenu mon diplôme de droit public, un master 2, hein, comme on dit de nos jours. Et depuis cette époque, je me suis toujours intéressé au domaine des droits d'auteur, la loi du 11 mars 1957, car en 1990 jusqu'en 2000, on a eu à peu près les mêmes débats, car à l'époque, avec l'émergence d'Internet, des bases de données, de la commercialisation de supports pédagogiques, de cours, de supports de formation sur CD-ROM à l'époque, eh bien, est apparu le concept de multimédia. Le concept de multimédia, c'était comment protéger une œuvre qui regroupe précisément plusieurs médias. Donc, le cas typique, c'était un site internet, puisqu'on avait du texte, on avait des images, on pouvait avoir de la vidéo, on pouvait avoir de la musique. Donc, la question qu'on se posait, c'était comment protéger ça en un bloc, etc. Ben, aujourd'hui, les mêmes questions ressurgissent avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Je suis ce débat. Notamment, vous avez un site sur YouTube où il y a une avocate américaine très brillante qui vous fait un aperçu de l'évolution des choses. Vous savez que Suno, Udio ont été attaqués de toutes parts par des grandes corporations musicales telles que Sony, etc. Car le problème avec Suno, ce n'est pas tant le fait que n'importe qui peut créer un morceau via l'IA sans compétences musicales préalables, mais le fait que le concept de création, législativement parlant, n'est pour l'instant reconnu qu'à l'être humain. Donc, à partir de ces éléments, sur ces bases, et même si vous n'aimez pas les questions de droit, je vous ai concocté un support visuel qui sera beaucoup plus agréable à suivre que ma seule tronche. Ce guide sera inclus dans l'espace des personnes ayant acheté le guide. Suno, dont la description apparaît en dessous de cette vidéo. Et pour aider l'ensemble d'entre vous, j'ai également joint un récapitulatif de quelques pages du cours de ces conseils que je me permets de vous délivrer aujourd'hui. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le lien de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce dans cet immense marécage juridique duquel il est parfois très difficile de trouver des réponses concrètes. Donc nous voici sur ce petit support explicatif qui va vous aider à comprendre l'essence du problème dans ses grandes largeurs et plus en détail. Donc, vous allez voir que ce guide est divisé en plusieurs parties. La première concerne le droit d'auteur en France
Donc comme je l'ai dit en introduction, hein, si vous n'êtes pas fan de droit et cetera, je vous conseille quand même, même si le sommaire vous permet de sauter un passage ou plusieurs sur cette vidéo, je vous conseille quand même de la regarder dans son ensemble, car vous aurez une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus précise de l'ensemble de la problématique et après rien ne vous empêche de, revenir sur un point précis. Restez bien jusqu'au bout car des informations de la plus haute importance, figurent également en fin de vidéo, notamment sur les sanctions et les risques encourus. Donc, le premier chapitre, comme vous le voyez ici et comme je viens de vous le dire, concerne le droit d'auteur. Donc, la loi du 11 mars 1957 est le point d'orgue, le point de départ de ce guide. Donc, en général, quand un guide sort comme cela, il est la résultante de plusieurs décisions des tribunaux, donc des décisions jurisprudentielles qui ont été codifiées, organisées, etc. Donc, au début, ben, le guide traitait des médias classiques, hein, le texte, la musique, le cinéma, la sculpture et cetera. Cette loi a été complétée par la loi du 11 juillet 85 relative aux logiciels, complétée par une directive européenne de 92, me semble-t-il, pour la prise en compte, pardon, des bases de données et cette, évolution, c'est ce que je vous ai dit en introduction, suit, son cours jusqu'à l'époque actuelle où, l'apparition de l'IA vient encore compléter les choses. Alors pourquoi vous devez connaître cette loi? Bon ici, hein, je parle d'un droit que je connais, le droit français. Donc c'est parce que ici vous avez des thèmes qu'il va falloir prendre en considération, non pas seulement pour, une œuvre, publiée via Suno, mais chaque fois que vous allez créer quelque chose. Alors, au niveau de ces principes fondamentaux, on parle de d'œuvre de l'esprit, si vous voulez. Donc quand vous créez une chanson, c'est une œuvre de l'esprit relevant de la propriété littéraire et artistique. Donc le premier élément, c'est qu'en France, la protection est automatique. Alors qu'entend-on par protection automatique? Je vais vous donner un exemple très concret. C'est que lorsque vous publiez une œuvre, une photo, une musique, que vous écrivez un livre, un article, peu importe, dès la sortie de l'œuvre, dès qu'elle est créée, le droit français, vous reconnaît le droit moral de l'œuvre. C'est-à-dire que si vous voulez, vous défendre, contre quelqu'un qui a usurpé votre œuvre, il sera inutile, en fait, de montrer des papiers, administratifs qui ont prouvé que vous êtes, à l'origine de l'œuvre. Il faudra simplement prouver l'antériorité de votre création par rapport à un conflit éventuel. Donc un exemple très simple, si je suis journaliste et que je publie des articles tous les jours, que je sois journaliste, de presse, par exemple, accompagné de mon photographe, ben, imaginez-vous que si à chaque journée, à la fin de ma journée de travail, mon photographe et moi étions obligés de déposer, les photos prises pour l'article et l'article en tant que tel, puisque l'article, c'est vous êtes l'auteur d'un article, hein, c'est autant défendable qu'un roman de 1000 pages. Eh bien, imaginez-vous, le temps consacré à cela. Donc là, pour une fois, la France est un des pays où il y a le moins de formalités demandées, donc pour la protection de l'œuvre. Bon, j'espère que c'est, compris de ce côté. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'après vous n'allez pas créer, signer des contrats d'édition, de publication, mais ce que je veux dire, c'est que si demain je prends une photo, de quelqu'un et que je donne cette photo à la personne, je suis l'auteur de la photo, que j'ai protégé cette photo auprès de l'INPI, auprès de l'organisme agréé, peu importe. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'universalité de la protection. Mon œuvre, même si elle est protégeable en France, jouit d'une protection qui sera similaire, mais différente dans ses formalités, à l'étranger. Le troisième élément, je l'ai noté ici, un cadre juridique moderne. En effet, comme il est spécifié ici, la loi à l'origine donc de la création de ce code, littéraire artistique a représenté une modernisation majeure du cadre juridique français en matière de propriété intellectuelle, posant les bases du système actuel. Donc on a l'origine, le code de la propriété littéraire artistique, on a ce grand concept de la protection automatique. On va voir quels sont les autres éléments fondateurs de cela. Retenez bien ce qui va suivre parce que c'est très important. Lorsque vous créez une œuvre,
Donc là, je ne parle pas de pseudo en particulier. On raisonne en entonnoir, si vous voulez, comme on le fait en droit. Imaginez-vous un entonnoir, on va du plus large au plus précis jusqu'à toucher le cœur du problème. Mais si je ne vous parle pas de ça et que je vous parle du cœur du problème, direct, je serai incomplet et comme vous savez que je n'aime pas, les analyses ou les personnes approximatives, je me fais un devoir de vous parler de ça dans son, intégralité. Donc en cas de conflit, si vous êtes l'auteur de l'œuvre, sur quoi vous appuyez pour prouver que, vous êtes le responsable de cela? Un grand concept de ce code, c'est la marque de la personnalité de l'auteur. C'est-à-dire que si 2 œuvres similaires, sont présentées devant les tribunaux, une étant considérée comme l'œuvre originale approuvée et l'autre comme un ersatz, une copie de la deuxième œuvre, eh bien les juges s'appuieront sur la personnalité de l'auteur. Donc la personnalité de l'auteur, c'est le fait d'avoir fait preuve d'originalité. Le principe d'originalité est reconnu en termes de droit d'auteur, mais pas le concept de nouveauté. Le concept de nouveauté ne va s'appliquer qu'en termes de droit, de la propriété industrielle. Même si ce sont des droits voisins, ce n'est pas à confondre. La propriété industrielle, c'est la protection des brevets, des enseignes, des marques, donc ça n'a rien à voir avec les droits d'auteur et ce que je veux vous dire plus simplement, c'est que ce n'est pas parce qu'une œuvre est nouvelle qu'elle est protégeable. Si une œuvre nouvelle, notamment en termes de musique, puisque c'est là le sujet quand même, eh bien, si une œuvre nouvelle, est la copie conforme d'une œuvre qui a 40 ans, la nouveauté, on s'en fout. C'est pour ça que l'originalité, le fait que les efforts de la personne ayant été prouvés, seule l'originalité permettra de protéger celle-ci. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Donc ici, le premier grand critère, c'est l'absence de formalité, une protection instantanée. Néanmoins, si vous voulez prendre les devants, vous pouvez toujours passer par l'enveloppe solo. L'enveloppe solo, vous la commandez à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Alors, même si, je vous ai dit que la propriété industrielle et la propriété littéraire artistique n'étaient pas liées, certaines protections vous devez quand même les demander à l'INPI. Bon ça c'est le on est en France, c'est un peu confus, mais c'est comme ça et l'enveloppe solo, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe que vous, dépliez en 2. Dans une partie, vous mettez, votre, clé USB, votre, manuscrit, votre enregistrement, peu importe et vous la mettez en double. Ça veut dire que quand l'INPI va recevoir votre enveloppe, elle va mettre un tampon, comme quoi elle a bien reçu et l'enveloppe est scratchable. Ça veut dire que vous allez recevoir, en fait, la copie de l'enveloppe solo reçue par l'INPI et en cas de conflit, c'est un peu comme une pièce dans les films, hein, quand vous cassez une pièce, les pirates se rencontrent: «Ah oui, c'est bien toi et tout, qui est envoyé par, John le Rouge». C'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'en cas de conflit, vous avez la première partie de votre enveloppe solo. L'INPI aura comme preuve formelle, date, en main en plus, la deuxième partie de l'enveloppe et cela, aura force de preuve devant les tribunaux. Ensuite, vous pouvez, comme c'est, spécifié ici, faire un dépôt chez le notaire. Voilà, j'ai créé une chanson ou 10 chansons. Elles sont sur la clé USB. Le droit français, notamment, bon, si vous, publiez ça sur des plateformes, vous n'avez pas besoin de passer par la SACEM ou la SACD, bon et donc là, vous allez chez un notaire, vous dites: «Voilà, je déclare que, j'ai ces chansons à faire protéger». Le notaire, par un tampon, par un acte notarié, hein, comme si vous vendiez votre maison, vous, confirmera cela et cela apportera, en plus du concept d'antériorité, la preuve que vous êtes, le père, l'auteur de l'œuvre. Ensuite, bon, il y a des technologies modernes, bon, là, je ne vais pas le développer parce que je m'y connais pas, hein, je vais pas faire le beau. Ensuite, et c'est là que réside une des premières sources du problème, c'est que l'auteur est toujours considéré comme une personne physique. Or, si on considère qu'une chanson générée par l'IA n'est pas créée par, une personne physique, même si celle-ci, via le prompt, oriente le style de composition de paroles et cetera, eh bien, là, ça pose vraiment une barrière qui semble insurmontable. Donc, comme vous le voyez marqué ici, le principe fondamental, c'est que seule la personne physique qui a créé l'œuvre est, considérée comme l'auteur de l'œuvre. Donc, vous avez des cas particuliers, évidemment, donc les œuvres collectives ou créées dans le cadre professionnel qui, nécessitent, l'intervention de plusieurs créateurs, des aménagements, mais le principe de l'auteur physique est toujours, conservé. Ensuite, vous avez la preuve de la qualité, d'auteur, donc ça, je viens de vous en parler. En cas de contestation,
la charge de la preuve repose sur celui qui conteste cette présomption. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en droit français, la charge de la preuve relève de la personne qui conteste cette présomption. Ça veut dire la personne accusatrice, en fait, devra emmener les preuves de ce qu'elle avance au même titre, en fait, que la personne qui sera amenée à se défendre. OK? Donc, autre grand principe, et ça, souvent, je vois des gens qui parlent de copyright, à tort et à travers sans savoir, de quoi ils causent. Donc, on a parlé d'antériorité, on a parlé d'originalité et pas de nouveauté, mais les 2 grands principes du droit d'auteur français concernent le droit moral et le droit patrimonial, et c'est notamment au niveau du droit patrimonial, et c'est précisément au niveau du droit patrimonial que les gens racontent n'importe quoi. Donc le droit moral, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dès que j'ai fini un croquis sur ce post-it, dès que j'ai pris une photo, je suis l'auteur de l'œuvre. Ce droit me confère un droit moral qui survivra bien au-delà de ma mort. Mes ayants droit, c'est-à-dire mes héritiers, en bénéficieront si vous voulez. Et en France, contrairement aux États-Unis où vous pouvez passer un véritable pacte avec le diable, vous ne perdez jamais ce droit moral. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les moyens d'exploiter, l'œuvre, et bien ce droit moral est, perpétuel, incessible, inaliénable. Ça veut dire que, même, si vous voulez le donner, l'offrir, et bien, vous serez toujours l'auteur de l'œuvre. Alors ce droit moral, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il recoupe plusieurs domaines comme vous le voyez là, donc le droit à la paternité. Donc ça veut dire que en cas de conflit, vous avez le droit en tant qu'auteur, d'exiger la paternité de votre œuvre. Le nom, votre nom propre peut être, est lié de toute manière, à cette œuvre. Le droit au respect de l'intégrité, ça veut dire que personne n'a le droit d'altérer votre œuvre et sans votre autorisation, quelle que soit la forme que prend cette altération. Bon, il y a pour les dessins, par exemple, il y a quelques exceptions. Si vous faites la caricature de quelqu'un, cela fait preuve d'originalité puisqu'on reconnaît votre tête, mais on voit que l'œuvre ayant été effectuée avec, créativité, originalité, et si celle-ci ne permet pas de me confondre, eh bien la caricature est protégeable. Par exemple, les marionnettes des Guignols, c'était protégeable si vous voulez, même si elles étaient censées, représenter des personnages, humains, existants. Et ce que je vous disais, donc le droit moral a un caractère perpétuel et inaliénable. Ça veut dire que, le droit moral, subsiste bien après votre mort. Alors après la durée est variable, hein, c'est 70 ans pour les œuvres picturales, certaines œuvres musicales, c'est un petit peu moins long. Pour les logiciels, c'est forcément moins long puisque la durée de vie par rapport au progrès technologique est moins longue. Donc ça, c'est à regarder dans les détails du code, ça, c'est pas très important. Et le deuxième aspect, c'est le droit patrimonial. Là, ça veut dire les moyens que vous allez utiliser pour commercialiser votre œuvre. Moi, en tant que formateur, si je sors un guide PDF, ce guide PDF, je ne l'ai pas fait protéger, mais j'en suis l'auteur par défaut, et si quelqu'un un jour me pompe le contenu du guide, j'aurai la preuve formelle au niveau de sa sortie, par exemple, sur YouTube, et je pourrais toujours dire: «La forme a été modifiée et le contenu est resté le même». Eh bien, le seul fait, de prouver que j'ai sorti le guide 6 mois avant que la personne qui m'a volé le contenu, eh bien, me donnera la qualité d'auteur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour un guide, j'ai pas besoin de le protéger. Le simple fait qu'il existe, me protège. Mais là où ça devient plus complexe, c'est que si j'écris un roman et que je passe par un éditeur, je vais avoir besoin d'une maison d'édition pour tirer un certain nombre d'exemplaires du livre, et c'est la même chose avec les disques, et c'est la même chose, avec des créations picturales. Si par exemple, je crée un poster, qui cartonne et que je veux en créer 1000, eh ben, je vais pas aller chez l'imprimeur du coin. Je vais passer un contrat avec une imprimerie spécifique qui va se charger de la distribution, et cetera, et cetera. Donc pour ça, pour les multiples possibilités liées à l'exploitation de l'œuvre, ça ne vous appartient pas en totalité, pour les raisons que je viens de vous citer. Vous allez devoir déléguer, vous entourer de spécialistes de la question, et c'est là que je voulais vous reparler des gens qui parlent de copyright à tort et à travers. En français, le copyright concerne propriété industrielle,
C'est-à-dire que le copyright défend un brevet, une invention, et cetera. Si vous dites copyright, on comprend ce que vous voulez dire, mais techniquement, c'est faux. En revanche, le copyright aux États-Unis n'a pas la même signification. Ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est le pacte de Faust. Vous pouvez, en tant qu'auteur, vendre définitivement votre droit moral, donc vos droits de reproduction. Donc aux États-Unis, le copyright au sens américain, pas au sens français. C'est pour ça qu'on a vu des auteurs célèbres qui étaient un peu dans la merde. Des producteurs ont déniché en eux, ont vu la potentialité de leur écrit, des producteurs peu scrupuleux voyant la situation financière de cet individu en même temps que les potentialités financières qu'ils pouvaient tirer de l'œuvre, leur proposent un contrat de type: «Voilà, je vous donne 1 million de dollars, vous renoncez à votre droit moral», donc si vous renoncez à votre droit moral, bah, vous perdez le droit patrimonial, peu importe les ventes occasionnées par votre livre. Donc il y a des gens qui ont gagné comme ça 1 million de dollars, ils étaient contents, sauf que le bouquin, il a été traduit en 27 langues et qu'il a généré 500 millions de dollars dans le monde. Donc, quand le mec il se dit: «J'aurais pu gagner 250 millions de dollars au lieu d'1 million de dollars», certes sur le moment il était content, mais après, il a quand même l'impression de s'être fait un peu N points de suspension. D'accord? Donc voilà la différence entre le droit moral qui est un bouclier protecteur en France, le droit moral aux États-Unis qui peut être cédé et les droits patrimoniaux qui, en France et dans le monde en général, passent forcément par une collaboration. Qui dit collaboration dit, négociation sur les modalités de cette commercialisation et partage des, gains, des intérêts, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà pour le cadre général dont je voulais vous parler. Bon là, il y a un petit tableau avec les différentes évolutions des protections et on en vient au chapitre 2 qui, vous allez le voir, se rapproche un petit peu de la problématique de Suno. Donc je vous ai dit que dans n'importe quel système juridique, il y a une sorte de pyramide au-dessus de laquelle, vous trouvez la constitution, suivie des lois. Donc les lois, c'est les textes, votés, à l'Assemblée nationale et au Sénat par le législateur. Puis vous avez la jurisprudence. La jurisprudence, donc à l'origine de n'importe quel code, qu'est-ce que c'est? Ce sont des textes d'interprétation, au cas par cas effectués par les juges sur la base du régime légal fixé par le législateur. Donc là, s'il y a un cas particulier qui apparaît, et c'est le cas donc avec, l'IA et notamment dans le domaine musical, et qu'un cas qui n'a pas encore été prévu, mais qui est quand même encadré par le code, de la propriété littéraire artistique, apparaît devant les tribunaux, eh bien, les juges jugeront au cas par cas et lorsqu'ils vont prendre une décision qui apporte un regard nouveau, une interprétation nouvelle et un moyen de solutionner nouveau, eh bien, on dira que l'arrêt fait jurisprudence. Ça veut dire que pour tous les autres cas ultérieurs qui reprendront la même problématique, on fera référence au premier arrêt de jurisprudence à l'origine de la résolution de cette décision et ces arrêts de jurisprudence pourront, à l'issue de quelques mois, de quelques années, être intégrés, en fait, comme articles de code dans le code de la propriété littéraire et artistique. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour étaler mes connaissances en droit général, c'est simplement pour vous dire que l'ensemble du droit en général est un énorme marécage, une zone grise, figurant dans un cadre légal, mais dans lequel, des, exceptions à la règle, des exceptions aux exceptions viennent surgir et rendre le truc encore plus flou, pardon, qu'il n'y paraît. Donc, comme vous le voyez ici, la jurisprudence regroupe l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur une question spécifique. Elle permet au droit d'évoluer sans réforme législative immédiate. Et c'est ça qui est important, parce que si chaque fois qu'un mec porte plainte, quel que soit le sujet, qu'il doit passer les tribunaux, si chaque fois il faut attendre qu'une nouvelle loi soit votée pour que ça avance, ça va pas le faire. Vous savez qu'en droit français, il y a le pouvoir exécutif, donc le président de la République, les ministres, le pouvoir législatif, députés, sénateurs et le pouvoir judiciaire, les juges. Ces 3 pouvoirs sont censés être axés sur un même pied d'égalité et il est donc normal que les décisions des juges s'imposent au même titre qu'un décret
aucune loi. D'accord? Donc, en cas de conflit, les juges vont se pencher donc sur l'originalité de votre œuvre, vérifier si celle-ci porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Si tout va bien, eh bien, voilà, sur quoi les juges se baseront, notamment sur les cas liés à l'IA. Donc le statut juridique, ben, la première chose, que feront les juges, c'est de dire: «Ah, c'est une œuvre IA, elle n'est pas considérée comme un auteur au sens juridique». La deuxième chose qu'ils vont se dire, et cela relève de toute la complexité dont je viens de vous parler, c'est que même si le code de la propriété littéraire et artistique précise qu'une création n'est que l'œuvre d'une personne physique, alors personne physique, c'est vous et moi, c'est par opposition à une personne morale, société, association, et cetera, d'accord? Et bien, malgré tout, vous allez voir que dans certains cas, il pourra y avoir des exceptions et ces exceptions, on le verra un petit peu plus en détail, seront liées au fait de l'intervention humaine, du taux d'intervention humaine, si vous voulez, dans la création d'une œuvre IA. Et plus spécifiquement dans une œuvre créée par Suno, si un jour ce flou, juridique s'éclaircit un peu, on pourra évoquer le fait que oui, l'auteur de la chanson a écrit les paroles, oui, il a réarrangé la mélodie, oui, il a remixé l'ensemble et donc du coup, cela, ne revient pas, si vous voulez, à une intervention humaine nulle puisque si j'utilise l'IA, que j'inclus mes propres paroles, que je sépare les pistes, par exemple, et que je reproduis le morceau, et ben, là, on ne pourra pas dire qu'il y a pas, intervention humaine et c'est tout autour de cet axiome, si vous voulez, que résulte le cœur du problème. Donc sur ce tableau toujours lié au droit français, voilà les cas d'usage. Donc, si vous dites: «Crée-moi une chanson, sur Suno, machin», hop, est-ce que c'est protégeable? Non, parce que là, on considère qu'il y a une absence d'intervention humaine directe. Si la base du morceau, la mélodie, les harmonies, les vocaux, la rythmique sont créés par Suno, bon Suno ou Udio, peu importe, hein, mais que vous avez apporté vos paroles, eh bien, c'est potentiellement protégeable puisqu'il y a un apport humain. Donc là, ce sera au juge de déterminer si, l'intervention humaine est suffisante pour pouvoir qualifier l'œuvre comme une œuvre créée par un humain, même si, l'intervention IA est également présente. Et le dernier cas, c'est que si l'IA n'est qu'un outil, par exemple, vous faites un morceau de A à Z et vous vous servez de Suno juste pour créer une mélodie dont vous vous êtes inspiré, eh bien là, il y aura pas de problème. Donc on a le cadre légal, on a la jurisprudence qui vient intervenir au cas par cas. Bon, historiquement, à l'heure où je vous parle, le 20 juin de l'an 2025, pour l'instant, il n'y a aucune décision jurisprudentielle qui ait été, publiée en ce sens, mais c'est comme ça que ça va se passer. Parce que ça se passe toujours comme ça, si vous voulez. C'était déjà le cas avec internet, comme je vous l'ai dit, avec la les bases de données, les CD-ROM à l'époque, c'était toujours la même chose. On n'a pas eu besoin de voir l'IA débarquer pour, constater que le domaine du droit, malgré des lignes claires, contient également de larges zones d'ombre. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est que tant qu'on flotte un petit peu en eau trouble et si vous voulez, monétiser vos œuvres sur Suno, voilà ce que je vous conseille de faire. Fournissez un prompt complexe. Si vous dites: «Crée-moi une chanson rock sur l'histoire d'une fille qui cherche l'amour», là, votre œuvre ne sera pas protégeable. Si vous dites: «Je veux une chanson sur, une fille qui cherche l'amour», vous précisez les balises, vous fournissez vous-même les, paroles, vous dans les balises, vous dites exactement ce que vous voulez, vous précisez la durée du morceau. Eh bien, ici, si vous réussissez à monétiser ce morceau sur, Spotify, Apple Music et d'autres plateformes, vous pourrez apporter une preuve plus tangible selon laquelle votre intervention a quand même été importante dans la création du morceau, même si effectivement vous n'avez joué aucun instrument. C'est comme ça, c'est, la réalité des choses. Donc, documentez bien le processus, gardez les preuves. Bon, de toute manière, quand vous êtes sur Suno et que vous, publiez un morceau, vous avez toujours le prompt, les styles, donc là, vous pouvez, faire une copie d'écran et si vous avez, toujours gardé votre, abonnement Suno, vous pourrez toujours accéder à la page prouvant cela. Et donc, le dernier point, comme vous le voyez marqué ici, c'est valoriser l'apport humain. C'est sur quoi se pencheront les juges pour examiner chaque cas.
Chapitre 3. Ça, je suis obligé de vous en parler, c'est important. On parle souvent de plagiat et cetera, mais le plagiat, c'est pas un concept juridique. Enfin, c'est un concept juridique, mais il est pas pris en compte, en fait, hein. Ce qu'il faut parler, c'est de contrefaçon. Ça veut dire que si, je parle même pas de l'IA, je suis musicien, je crée quelque chose qui fonctionne et puis quelques mois après, on m'appelle, un mec, du f dans le fin fond du Vercors, il vient me dire: «Ah, je suis désolé, hein, la mélodie, c'est un morceau que j'ai moi-même créé, là, vous m'avez tout volé» et cetera. Eh bien, si cette personne réussit à prouver que, pour une raison ou pour une autre, la mélodie qui a cartonné dans mon morceau est similaire à la sienne, eh bien là, IA ou pas, vous tomberez sous le coup de la contrefaçon. Et le concept de contrefaçon sert, si vous voulez, autant à protéger, une chanson dans le domaine musical qu'un faux sac Chanel que vous allez acheter à Ventimille, par exemple, à la frontière italienne. C'est exactement la même chose. Une œuvre qui est la résultante, en fait, d'une copie qui présente trop de similitudes avec une œuvre antérieure, eh bien, c'est de la contrefaçon pure et simple. Alors, à l'époque où je donnais ce genre de cours à mes élèves, quand je leur parlais un peu de protection des droits d'auteur en multimédia, je prenais toujours un exemple qui, moi, m'a toujours parlé. Je vous raconte l'histoire. Donc, c'est une situation qui a donné naissance à un arrêt de jurisprudence qui s'est imposé, en fait, comme une référence. C'est que le cas, c'était au début du XXe siècle. Donc, il y avait un sculpteur qui avait fait venir un modèle féminin dans son atelier. Donc, il avait fait une statue grandeur nature de ce modèle, féminin. Ce sculpteur avait un apprenti à qui donc il apprenait la sculpture et à ses temps perdus, eh bien, l'apprenti, en fait, comme le mannequin s'était déjà barré, eh bien, a créé, si vous voulez, une statue, non pas sur la base du modèle, mais sur la statue créée par le sculpteur. Le sculpteur, un peu vexé que son apprenti, possédait autant de talent dans la mesure où, la sculpture ressemblait vraiment à son œuvre, originale, l'a débouté devant les tribunaux. Et là, on se dit: «Ben, le mec qui a créé la sculpture, originale à partir du mannequin physique organique va gagner». Eh bien, détrompez-vous, parce que ici, ce n'est pas le sculpteur original qui a obtenu gain de cause, mais l'apprenti. Pourquoi? Parce que, certes, la statue ressemblait beaucoup à la statue originale, mais ne présentait pas de caractère physique tel que, mises côte à côte, il y ait un risque, en fait, il y eut un risque de confusion entre les 2 statues. Et si je me souviens bien, le terme utilisé donc, pour cela, c'était que vous pouvez, créer une œuvre par contemplation d'une œuvre préexistante, à condition que, dans sa finalité, dans sa forme finale, cette œuvre née à partir d'une œuvre préexistante présente des caractères distinctifs qui prouvent la personnalité, l'originalité de l'auteur. Donc vous, en tant que musicien, je parle même pas d'IA, si vous sortez une mélodie d'enfer, que vous la commercialisez, que votre morceau marche et que malheureusement, cette mélodie présente, beaucoup de similitudes par rapport à une mélodie préexistante, eh bien, ce sera au juge de trancher. Alors là, il y a un élément aussi qui est important, c'est que quand je parle de juges, notamment dans le domaine musical, il est certain que, les juges font appel, à des spécialistes, en musique, hein. Ils vont c'est pas à eux de dire: «Tiens là, les 3 accords, me permettent de distinguer, de rapprocher cette mélodie», bon, c'est évident. OK? Alors pour qu'une œuvre ne soit pas considérée comme une contrefaçon, eh bien, il faut que l'œuvre soit originale, que la production de cette œuvre, la reproduction de l'œuvre ait été acceptée par l'auteur original et que la similarité doit être significative et reconnaissable. Donc retenez bien l'exemple du sculpteur, pour moi, c'est le meilleur exemple qu'on peut trouver pour, comprendre l'ensemble de ces choses-là. Alors maintenant, avant de passer dans le vif du sujet, je sais que je suis en train d'ennuyer, de perdre certains d'entre vous, mais c'est pas grave parce que ce que je vous dis est vraiment important et personne n'en parle à part quelques Américains sur YouTube. C'est que tout va se jouer en fait au niveau de ce concept de contrefaçon. Parce que selon moi, même si Suno et Udio, sont accusés donc d'avoir, entraîné leurs, chansons, sur des chansons existantes. Bon après moi je trouve que c'est un peu normal, hein,
On s'inspire tous de quelque chose, hein, donc après je ne dis pas qu'il faut voler des séquences, des mélodies et cetera, mais c'est sûr que si Suno et Udio, ont basé leur modèle, d'entraînement sur des morceaux existants et que l'IA gère ça, bah, c'est certain qu'au bout d'un moment, dans le rendu des morceaux, dans certains passages, il y aura forcément des similitudes avec des morceaux existants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que votre morceau soit IA ou pas, si un mec tombe sur un de vos morceaux, sur une des plateformes, Spotify et cetera, et que, ils se disent: «Ah mais ça ressemble comme 2 gouttes d'eau, à mon morceau, ça va pas aller», bah, le problème est le même qu'il soit créé par l'IA ou pas. Ça veut dire que si une de ces plateformes accepte votre morceau, géré par l'IA et que, celui-ci présente des similitudes avec un autre morceau et que l'auteur de ce morceau le remarque, bah, ici, on s'en fout, en fait, que c'est le problème, on s'en fout, c'est pas forcément lié à l'IA, c'est forcément que le morceau, qu'il eût été créé par un humain ou par une IA, ait trop de similitudes, présente trop de similarités avec le morceau original. C'est ça le truc, en fait et c'est, sur ces bases que la personne, que le morceau ait été créé par l'IA ou pas, va pouvoir se défendre. Je vous ai aussi fourni dans la description un tableau Excel, contenant divers exemples de groupes, que vous idolâtrez souvent et qui ont été des pompeurs, intergalactiques. Moi, je suis un gros fan de Led Zeppelin. Les mecs, ils ont quand même eu 18 procès, bon, Stairway to Heaven, avec le groupe Taurus, bon, c'est des voleurs, hein, Led Zeppelin, hein. Moi, après, a posteriori, j'ai été déçu parce qu'en fait, sur les 18 procès, bah, les 18, plaignants, en fait, c'est par rapport à des morceaux très connus de Led Zeppelin. Bon, ça, vous allez chercher sur YouTube, il y a plein d'exemples, hein. Moi, je suis pas là pour faire, la politique, soviétique, des années 80, hein, mais cela existe. Coldplay aussi, Radiohead, Creep, voilà. On dit: «Ah, ils sont géniaux ces groupes et tout». En fait, ces mecs, se sont servis allègrement, dans les morceaux d'autres qui sont, morts, dans la misère, n'ayant pas eu obtenu gain de cause. Bon, voilà, c'est l'histoire de la musique, on va pas refaire les choses. Mais si vous voulez, dans tout ça, je vous ai dit donc que les juges faisaient appel à des spécialistes et que votre morceau, qu'il ait été créé ou pas par l'IA ne change rien. Ça veut dire que si votre morceau présente des similarités et qu'il est, confondable, si vous voulez, avec un morceau existant, eh bien, vous l'avez dans le baba. Alors, sur quoi se basent les juges pour, faire le rapport entre 2 morceaux? Ben, vous avez l'élément central, c'est la mélodie, la hauteur des notes, les rythmes, les contours mélodiques. Vous avez ensuite les harmonies. Donc les harmonies, elles reposent sur des suites d'accords utilisés. Certaines progressions sont trop communes pour être protégées seules. Vous avez le rythme, vous avez le timbre. Alors là, le timbre, au niveau IA, si vous utilisez certaines, IA que je vous ai montrées qui permettent de reprendre la voix du chanteur, original, là, c'est sûr que vous ayez créé les paroles ou pas, vous l'aurez dans le baba également et la structure, voir si la structure d'un morceau n'est pas, entièrement basée sur un morceau existants et qui pourraient donc, a priori, provoquer une confusion. Donc après, ces spécialistes, ça, je vous passe ça, utilisent des méthodes d'analyse technique, la transcription des partitions, l'analyse spectrale, les similarités que vous pouvez, inclure dans certains morceaux et les spécificités telles que certains artefacts décelés, en fait, dans les morceaux créés avec l'IA. Donc voilà pour l'aspect général. Voilà les critères essentiels que vous devez, retenir. Votre œuvre doit être originale, porter l'empreinte de la personnalité de son auteur et c'est pour ça que des éléments ne sont pas protégeables, les idées, les genres musicaux et les styles généraux. C'est-à-dire que l'idée, c'est très important aussi parce que ce n'est pas parce que vous avez l'idée de quelque chose que cette chose est forcément concrétisée. Ça, c'est l'exemple de la devinette des 4 crapauds sur le nénuphar. 4 crapauds sont sur un nénuphar, 2 crapauds envisagent de plonger dans l'eau pour aller sur le nénuphar plus loin. Combien reste-t-il de crapauds? Alors les gens, ils vont vous dire: «Bah, c'est simple, il y en a 2, il en reste 2». Et non, parce que ce n'est pas parce que les 2 crapauds ont pris la décision de plonger dans l'eau qu'ils l'ont forcément fait. Et voilà donc cet exemple qui peut paraître un peu idiot est vraiment en fait révélateur du truc. Ça veut dire que l'idée alors l'idée par exemple, en termes de propriété industrielle, l'idée c'est un concept qui est reconnu par le droit, mais pas en droit d'auteur. Ça veut dire que si je suis à table, que j'ai l'idée d'une invention géniale
et que je dis à mes collègues: «N'en parlez à personne, mais voilà ce que je vais faire». Imaginons que l'un d'entre eux soit peu scrupuleux, que l'amitié pour lui, soit moins important que le profit. Eh bien, si cette personne dépose l'idée de mon futur brevet, par exemple, mon invention, là, le concept de nouveauté, est, existant, et moi, si j'arrive derrière, eh bien, je l'aurai également dans l'os puisque, en termes donc de brevet, de marque et cetera, l'idée est protégeable et la nouveauté, également, ce qui n'est pas le cas en droit d'auteur. Bon, je pense que je suis en train de vous perdre, mais j'essaie d'être vraiment précis pour que vous ayez un spectre très large des choses. Donc je vous ai mis également, hein, quelques exemples ici de condamnation, voilà, chez Pognou, Stairway to Heaven, voilà. Les statistiques des litiges, ceux qui ont obtenu gain de cause, ceux qui se sont fait débouter, les procès ayant débouché sur des accords amiables et cetera et cetera. Voilà aussi donc, les différentes, choses que vous risquez en termes de contrefaçon, donc les dommages-intérêts, des sanctions pénales, des redevances, des mesures conservatoires, c'est-à-dire le retrait immédiat de l'œuvre. Parce que si vous êtes condamné en contrefaçon, que votre œuvre ait été créée ou pas par une IA, ben, si le juge, dit que votre, morceau possède trop de similitudes avec un morceau précédent, ben, le retrait, c'est la première chose qu'il va falloir faire. Après, le risque, par exemple, si vous publiez un morceau sur les plateformes avec Suno, que, tout est accepté, que votre morceau commence à être monétisé, mais qu'au bout de 6 mois, un mec vous, assigne en justice, ben, vous risquez de devoir, payer une amende substantielle ou la rétrocession des bénéfices intégraux à cette personne. Donc ça dépend des cas de figure, là, c'est par cas, mais le cadre général, c'est quand même celui-ci, donc méfiance. Soyez sûr, et là, quand je vous dis soyez sûr, malheureusement, on peut, pas en être, certain. Quand vous créez un morceau avec l'IA, de veiller à ce qu'il ne présente pas de similitude avec un morceau existant. Mais bon, là, comme je vous l'ai dit, même si vous êtes musicien, que vous avez composé, votre mélodie au piano et cetera, il se peut que cette mélodie soit très proche d'un morceau, même si vous essayez de prouver votre bonne foi, ben, c'est du factuel, c'est comme ça. Vous n'obtiendrez pas gain de cause. Donc, tout ce long cheminement juridique nous, amène ici au cœur du problème. Publiez votre musique Suno sur les plateformes de streaming. Alors ici, maintenant que vous connaissez le concept d'originalité, d'auteur et cetera, que se passe-t-il? Ça va être la première phase à propos de Suno. Donc déjà, avant de parler de l'aspect juridique lié à Suno, la problématique, et souvent c'est pour ça que les morceaux sont refusés, c'est que lorsque vous, générez, que vous produisez de la musique via IA. Celle-ci comprend certains indicateurs, certains artefacts qui permettent aux plateformes de faire le distinguo entre un morceau créé par l'IA et un morceau créé par un humain, et donc vous jettent comme des vieilles chaussettes de leur plateforme. Alors, la plateforme la moins permissive, celle qui va vous jeter quasiment à chaque fois, c'est Deezer. Sur Spotify et Apple Music, je vais vous montrer comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu en ayant compte des risques liés à la contrefaçon que j'ai évoqués antérieurement. Donc ces filtres, si vous voulez, permettent la détection des morceaux réalisés par l'IA, et il n'existe aucun logiciel, hein, au cas où vous me le demanderiez, aucun logiciel légal permettant d'effacer ces filtres. Même si vous séparez les pistes en Do, que vous les intégrez dans un logiciel, que vous, nettoyez les morceaux, et ben, il y a de fortes chances que ces artefacts, ces modes de détection donc, d'un morceau géré par l'IA ressurgiront. D'accord? Donc, ce problème étant évoqué, 2 cas de figure. Si vous testez Suno, que vous utilisez la version gratuite et que vous sortez le futur hit de l'été et que vous voulez le commercialiser, eh bien, en version gratuite, eh bien, Suno demeure titulaire des droits et vous ne pourrez rien faire. Même si vous passez en abonnement payant, donc en abonnement payant, tous les morceaux créés vous donnent la qualité d'auteur, mais en revanche, si vous vous dites: «Bon, le morceau là, je l'ai créé quand j'étais pas, encore abonné sur la version payante de Suno, mais bon, maintenant c'est fait donc on s'en fout». Ben non, parce que malheureusement, il y a pas de rétroactivité. Suno va pas vous dire: «Bon écoute, vu que tu t'es abonné à notre plateforme, les 10 morceaux que tu as créés sur la version gratuite,
«Bon allez, cache, c'est personnel, on te l'accorde». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les morceaux que vous avez créés sur la version gratuite ne seront jamais à vous et donc seuls les morceaux, créés sur la version payante vous appartiennent et donc pas de rétroactivité, pas de possibilité de revenir en arrière. Si vous avez créé le morceau le plus génial du 21e siècle sur la version gratuite de Suno, vous l'avez dans le CUL. Voilà, je ne peux pas mieux dire, c'est comme ça et on ne pourra pas s'en sortir donc voilà, ça c'est la première phase donc bien veiller à ce que le morceau créé par Suno l'ait été en version payante, en version pro, avant d'envisager de le monétiser sur une des plateformes dont nous allons parler. Donc, au niveau des, plateformes, la plus connue, c'est DistroKid. Donc toutes ces plateformes, sont payantes, mais DistroKid, bon là, c'est un peu augmenté, c'est 23 € l'année. C'est même pas 2 paquets de clopes. Alors DistroKid, bon comme les autres, hein, Lender aussi est très bien, mais DistroKid, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'occupe de tout. Ça veut dire que à partir du moment où vous allez vouloir publier vos morceaux, DistroKid, lui, il va se charger du titre du morceau. L'avantage de ces plateformes, c'est que ce sont des plateformes qui sont légalement reconnues. Ça veut dire que si vous publiez un morceau via ces plateformes, plutôt que de les publier directement sur, Spotify, par exemple, vous avez de plus grandes chances, en théorie, que ce morceau soit accepté par les plateformes. Ensuite, si votre morceau commence à marcher, je crois que la monétisation ne se fera qu'à partir d'un certain nombre de gains. Donc ça, allez voir directement sur la plateforme DistroKid, hein. Je ne l'ai pas testé à fond, mais moi, je vous donne des éléments, suite à vous, en fait, de prendre la bonne décision. Après, si vous voulez que je vous fasse la semaine prochaine une vidéo de A à Z sur l'utilisation de DistroKid et pour voir, ce que donnent, ces morceaux via ces plateformes. Alors, pourquoi on recourt à ces plateformes? Donc pour ce que je vous ai dit, le fait qu'elles soient reconnues, par, les plateformes Spotify, Apple Music, YouTube et cetera. Mais surtout parce que si vous voulez publier votre morceau sur toutes les plateformes, je crois qu'il y en a 9 ou 10, et ben, vous n'allez pas faire 9 fois la procédure. Là, vous allez sur DistroKid, vous remplissez les libellés qu'il faut remplir. Est-ce que c'est un morceau original? Est-ce que c'est la reprise par vous-même du même morceau? Et cetera, et cetera, et cetera. Donc là, déjà, tout est propre au niveau textuel, au niveau organisation, et cetera. Mais en plus, vous pouvez simplement cliquer sur les plateformes sur lesquelles vous voulez, planifier votre morceau et DistroKid le, publiera, d'un coup sur toutes ces plateformes. Donc, les étapes à suivre, c'est de vous abonner à Suno, de créer votre morceau, si possible avec ce que je vous ai dit au début, vos propres paroles, des balises super précises. Alors maintenant avec le nouveau modèle, vous savez que les prompts, on peut les rendre plus complexes, donc c'est ça qui jouera en votre faveur au cas où le statut en fait de personne physique pourrait être évoqué pour vous défendre et protéger votre morceau devant les tribunaux. Et ensuite, préparer la distribution. Donc préparer la distribution, ça veut dire choisir DistroKid ou un autre, peu importe. Moi, j'ai pas d'accointance avec ces gens-là. Je sais que DistroKid, c'est le plus réputé, donc je vous parle de celui que je connais un petit peu, que j'ai un petit peu exploré. Ensuite, donc là, créer une pochette d'album. Donc ça, c'est la résolution 3000 x 3000 pixels, c'est format carré classique. Souscrire un abonnement donc à DistroKid. Alors après, si votre morceau est reconnu par la plateforme, ce qui est le cas dans 75 des cas, hormis Deezer qui va vous jeter comme un malpropre. La validation, il faudra attendre entre 1 semaine et 10 jours selon les plateformes, hein, ça veut pas votre morceau, il va pas être en ligne du jour au lendemain. C'est un peu comme vous publiez une vidéo YouTube, si elle est monétisée, eh bien, YouTube veille à ce qu'il y ait pas de conflit entre les droits d'auteur au niveau de la mélodie, des images et cetera. Donc là, c'est exactement pareil, d'accord? Ensuite, vous avez des recommandations des aspects légaux. Donc, la licence commerciale, lorsque vous vous abonnez à Suno, eh bien, elle vous est obligatoirement, octroyée. Je paye l'abonnement Suno, les morceaux m'appartiennent, j'en suis l'auteur. Au niveau des droits d'auteur, vous conservez 100 des revenus via la plupart des distributeurs. Certaines de ces plateformes ne demandent aucune, indemnité par rapport aux ventes réalisées. Bon, ça, faudrait quand même se renseigner un petit peu plus en fonction des plateformes. Donc la qualité, soignez l'aspect audio et visuel pour maximiser vos chances de succès et évitez tout contenu tiers non autorisé ou imitation d'artistes réels. Bon après ça me fait un peu marrer tout ça parce que quand on prend les rappeurs et les DJ escrocs dont je parle souvent,
eux, ça fait, 30 ans qu'ils nous sortent des morceaux, avec des samples qui sont à la base du succès du morceau, alors que ces enfoirés n'ont versé, aucun centime aux personnes, à qui ils avaient, volé les samples, hein. Bon, ça, c'est un problème éternel, comme je vous dis, on n'a pas attendu l'IA pour que la justice tranche sur des cas complexes. Donc ici, alors ça, je vous ai fait un petit, processus explicatif sur la mode d'utilisation de DistroKid. Donc vous pouvez, publier vos morceaux sur Spotify, sur Apple, sur Amazon Music. Vous pouvez, également le faire sur, YouTube. Donc vous pouvez suivre vos revenus en direct, séparer les morceaux dans le cadre de morceaux, alors là, c'est pas forcément lié à l'IA, hein, là, c'est quand vous créez un morceau avec plusieurs collaborateurs en tant que vrai musicien. Mais comme je vous le dis, hein, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique, je vous la ferai. Donc voilà, vous avez, des accréditations, vous avez plein de choses, donc voilà, DistroKid, c'est donc la meilleure alternative donc pour publier vos morceaux. Là où c'est également bien au niveau de DistroKid, au niveau, juridique, c'est que DistroKid vous demande d'attester que vous possédez les droits commerciaux. Donc là, à partir du moment où vous publiez un morceau créé par Suno et que Suno, avec la version payante, vous reconnaisse comme le propriétaire du morceau, ben, DistroKid dit: «OK, Suno te dit que je suis propriétaire, c'est OK, pas de problème, on fait ça». La preuve de la bonne foi, si la mélodie, comme je vous dis, que la musique a été créée par IA ou pas, est similaire à un autre morceau et qu'une personne m'assigne devant les tribunaux, bah, je devrais prouver ma bonne foi. Je dis: «Bah, écoutez, moi j'ai créé ça chez moi, j'ai encore la date d'enregistrement de la mélodie. C'est un hasard absolu que cette mélodie fasse penser à la mélodie de ce monsieur» et cetera. Et là, c'est au cas par cas. Les juges vont se fixer sur le cadre légal, il y a contrefaçon, mais comme la personne est de bonne foi et qu'elle peut prouver ça, elle ne sera pas condamnée, elle devra retirer son morceau, mais elle ne sera pas condamnée à des dommages et intérêts ou à reverser des, amendes, subsidiaires, d'accord? Et donc, troisième élément, c'est qu'en passant par ces plateformes, votre morceau est distribué légitimement puisque, ces plateformes, comme je vous dis, sont reconnues par la plupart des maisons de disques, ce qui est un peu aussi, parfois, un petit peu bizarre. Alors, la problématique de cet ensemble de choses, c'est que, comme je vous l'ai dit, au niveau mondial, on nage dans un océan, dans une mare remplie de têtards sombres où la vase, nous, envahit, où on s'enfonce jusqu'aux jambes, dans la mesure où le problème principal est le suivant: vous avez rempli toutes les phases. Vous avez souscrit un abonnement payant à Suno, vous êtes en mesure de prouver que les paroles sont de vous, qu'au niveau du prompt engineering, vous avez vraiment, apporté, un nombre de détails, au niveau de la progression du morceau, au niveau des styles que vous voulez exclure, donc là, votre apport humain est indéniable, il y a pas de problème, donc ça, tout est OK. La plateforme accepte, de diffuser votre morceau. Au bout d'un moment, votre morceau, fonctionne bien, vous commencez à monétiser et ben là, il y a 3 cas de figure qui peuvent surgir. Donc le premier, c'est vous avez rempli toutes les étapes, la plateforme donc, comme je vous l'ai dit, accepte votre morceau et donc celui-ci est monétisé et vous touchez donc, les fruits de votre travail. Deuxième cas de figure, vous avez souscrit l'abonnement, payant à Suno, donc vous avez la qualité d'auteur et là, la plateforme accepte ou pas votre morceau. Bon ça, Deezer, c'est très rare qu'ils acceptent les morceaux de Deezer, hein, ben, c'est vraiment le seul qui soit impitoyable et troisième cas de figure, vous avez souscrit l'abonnement payant à Suno, la plateforme a accepté de publier votre morceau, vous commencez à, bénéficier, à jouir des subsides, de la monétisation de votre morceau. Au bout de 6 mois, vous vous dites: «C'est cool» et là, paf! Une personne, vous assigne devant les tribunaux considérant que votre morceau est une contrefaçon de votre morceau et bien là, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que la première partie de cet ensemble, un petit peu complexe aujourd'hui est important. Et bien là, que le morceau soit IA ou pas, on en revient au même cas. Il faudra prouver votre bonne foi. Il faudra prouver que votre morceau se distingue contient des, références notables qui prouvent votre personnalité et qui permettent de distinguer le morceau que vous avez créé par l'IA ou pas, par rapport à celui de la personne qui en conteste la paternité. Donc j'espère que je suis bien clair là-dessus, hein.
c'est que dans les 2 cas, que le morceau soit créé par l'IA ou pas, ce ne sera pas un problème de mode de création, mais de contenu. Si une personne considère que votre morceau, comme je vous l'ai dit, est une contrefaçon du sien, eh bien, la personne se tape si vous l'avez créé par l'IA ou pas. Ce qu'il veut, c'est protéger sa création et c'est pour ça que les concepts précédemment évoqués prennent ici tout leur sens. Donc, pour ne pas que cette vidéo dure 3 heures et pour ne pas vous embrouiller plus, j'espère que quand même j'ai été clair, hein, j'ai repris mes réflexes d'ancien prof de droit. Donc là, je vous ai mis en ligne le récapitulatif des enjeux juridiques de la création musicale avec Suno. Donc elle reprend les différentes phases que vous devez, respecter, pour, être, relativement tranquille. Je parle des zones grises, je parle des risques de contrefaçon. L'évolution juridique mondiale, oui, parce que ça aussi, il faut en parler quand même, parce que là, je parle droit français, mais le problème est le même au niveau mondial. Donc, l'OMPI, l'Office mondial de la protection industrielle, donc c'est elle qui veille à cette évolution juridique. Donc ici, c'est un petit peu complexe parce qu'on a la législation américaine, on a la législation européenne. En général, pour les grands thèmes de société comme ça, même si, des différences oscillent entre les différents systèmes, juridiques nationaux, on parvient quand même à une sorte de d'accord global au niveau du fond. Au niveau de la forme, c'est-à-dire ce dont je vous ai parlé au début, la nécessité, plus ou moins lourde de remplir des papiers administratifs pour, protéger quelque chose, eh bien, c'est différent selon les pays. Mais dans l'absolu, on est censé arriver à un consensus mondial visant à protéger de la même façon les œuvres créées par l'IA. Bon là, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans ce flou juridique, dans ces zones grises, c'est que lorsque le droit est incertain concernant, l'évolution, par exemple, de la protection de ces médias généraux, on a eu le même problème dans les années 90, comme je vous l'ai dit, avec la multiplication des médias sur un seul média, les sites web, les bases de données, eh bien, ce flou juridique peut aussi vous profiter. Parce que qui dit, enfin, là, je parle du droit français spécifiquement, qui dit absence de texte, visant à réguler une situation précise, dit aussi que, le taux d'interprétation du juge peut influer, peut évoluer en votre présence et c'est précisément pour ça que même si je vous dis que le législateur français ne reconnaît pas une œuvre créée par l'IA comme étant une œuvre créée par, un humain, une personne physique, l'interprétation du juge sera basée sur le taux d'intervention de l'être humain dans la conception du prompt, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et ça pourra être un motif qui pourra jouer en votre faveur pour défendre vos droits. Donc, autrement dit, si vous suivez les bonnes phases, abonnement payant à Suno, que la création même, que l'essence même de votre morceau suffit à prouver que vous êtes intervenu de manière précise et non générale dans la conception de ce morceau, à partir du moment où la plateforme l'accepte, eh bien là, vous êtes relativement tranquille. Le danger majeur, et ça va aussi jouer dans la balance et ça peut constituer un quatrième cas de figure que je ne vous ai pas cité tout à l'heure et qui est super important, je m'excuse même de ne pas vous en avoir parlé, c'est le fait que vous avez donc coché toutes les cases, votre morceau est monétisé, personne ne vient vous emmerder parce que c'est pas un morceau, apparemment, qui ait été l'objet d'une contrefaçon. Et ben, le problème, c'est que Spotify aujourd'hui va accepter votre morceau. Apple Music va accepter votre morceau. Amazon Music va accepter votre morceau. Mais ces, plateformes, du jour au lendemain, voyant que le législateur américain, se montre, retors et de plus en plus, sévère avec les morceaux, créés par l'IA, bah, toutes ces plateformes peuvent décider du jour au lendemain de dire: «Ben, finalement, c'est fini, on n'accepte plus aucun morceau créé par l'IA et on, dégage de notre plateforme tous les morceaux qui ont été préalablement créés. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 6 mois, vous avez bénéficié des,
royalties, je dirais, issues de votre morceau. Personne ne vous a emmerdé, mais par une volte-face subite, rapide et brutale de la part de Spotify ou de Apple Music, eh bien, on vous jette comme un malpropre de la plateforme. Ça, je suis pas devin, mais ça peut arriver. Alors ensuite, je vous ai fait un petit tableau, hein, donc vous avez donc le retrait des œuvres, des dommages financiers, des sanctions pénales, des remboursements. Alors oui, hein, en droit, on peut agir au civil, au pénal, parfois aux 2, ça dépend. Bon, ça, je ne vais pas rentrer encore, c'est des notions de droit général que vous retrouvez partout. Mais voilà, en tout cas, l'état des choses et donc quelques conseils pratiques pour, les créateurs que vous êtes pour finir. Donc toujours garder, les documents à la source de votre création, souscrire à l'abonnement pro, fournir des métadonnées précises via, ces plateformes de diffusion. Parce qu'en fait, le fait de passer par une, plateforme de diffusion, ça joue comme un rôle de tag. Vous allez avoir toujours le même nom, le même groupe et tout ça va procéder de votre protection, un petit peu plus poussée, en fait. Donc la vérification de similarité pour pas que votre morceau soit, trop proche d'un autre et si au bout d'un moment, vous ne savez plus à quel saint vous vouer, malgré les conseils nombreux de cette vidéo, vous pouvez toujours solliciter un avocat ou un, conseiller juridique. Donc vous avez vu, cette vidéo était complexe. Donc je le rappelle, j'ai inclus cet ensemble, ce guide dans l'interface de votre espace, vous, heureux possesseur du guide, Ultime Suno. Ce guide est toujours disponible, je l'ai désormais mis à prix fixe de 59 €. Pour les autres, vous avez, le rappel, des points clés de cette leçon, le tableau, Excel avec, les exemples de condamnation et pour tout vous dire, en fait, au début, j'avais pas envie de vous parler, presque, 1 heure de droit, mais bon, je pensais que c'était quand même assez important. Du coup, j'ai, via l'IA ChatGPT et un logiciel vidéo qui vous gère ça, tout d'un coup, j'avais fait un script de vidéo avec une voix féminine charmante qui vous lassera, certainement moins que la mienne. Donc, ce petit reportage reprend l'ensemble des choses que je viens de vous dire de manière un petit peu plus, journalistique. Donc je vous le mets à la suite, hein, ça dure 14 minutes, hein. Si vous n'avez pas des envies de casser l'écran après m'avoir écouté, parler de droit pur aujourd'hui, eh bien vous pouvez toujours, regarder ce petit reportage qui vous apportera de toute manière des éléments, supplémentaires de complément assez importants. Vous pouvez soit vous arrêter là ou regarder le petit reportage que je vous ai préparé avec amour à la suite, de cela. C'était Barthélémy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'ai pas perdu certains d'entre vous. J'ai un peu rabâché, mais en droit, il faut parce que on perd vite le fil. Le droit est un domaine passionnant. Bon, moi, le droit, si vous voulez, ça fait longtemps que ça ne me passionne plus, mais comme c'est lié aux choses que j'aime, au niveau de la protection des médias que j'aime bien, eh bien, ça me fait toujours plaisir de parfois revenir à mes anciennes amours. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage de la suite et une très bonne semaine à tous, en espérant avoir pu vous aider. Ciao! Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut créer de la musique presque indiscernable, des morceaux créés par des humains. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité accessible à tous. Des plateformes comme Suno et Udio permettent aux utilisateurs de générer des chansons complètes simplement en tapant une invite textuelle. Vous pouvez demander une chanson pop sur la pluie d'été dans le style de Taylor Swift et l'IA composera les paroles, créera la mélodie, arrangera les instruments et générera même les voix. C'est une révolution dans la création musicale, permettant à quiconque, quelle que soit sa formation musicale, de produire un son de haute qualité. Cette démocratisation de la production musicale est excitante, mais elle ouvre aussi une boîte de Pandore de questions complexes auxquelles nous commençons tout juste à faire face en 2025. Le cœur du problème réside dans une question simple mais profonde. Qui est l'auteur d'une chanson créée par une IA? Est-ce la personne qui a écrit l'invite? Est-ce l'entreprise qui a développé l'intelligence artificielle? Ou est-ce l'IA elle-même?
La loi actuelle sur le droit d'auteur a été conçue bien avant l'existence de cette technologie, et elle a du mal à suivre. La loi, dans la plupart des pays, protège les œuvres créées par un auteur humain. Elle exige une étincelle de créativité humaine, un effort intellectuel qu'un algorithme, par sa nature même, ne possède pas aux yeux de la loi. Ce vide juridique signifie que la musique entièrement générée par une IA ne peut souvent pas être soumise au droit d'auteur, la laissant dans un espace étrange et non protégé. Ce manque de clarté juridique crée des défis importants pour les artistes et l'industrie musicale. Si une chanson ne peut pas être soumise au droit d'auteur, cela signifie que n'importe qui peut l'utiliser, la copier ou la modifier sans permission ni paiement. Imaginez passer des heures à affiner des invites pour créer la piste parfaite, pour découvrir ensuite que vous n'avez aucun droit légal dessus. Cette situation décourage les créateurs sérieux d'utiliser ces outils pour des projets professionnels. De plus, cela soulève des questions sur la valeur de la créativité humaine elle-même. Si une IA peut produire des milliers de chansons en 1 minute, qu'est-ce que cela signifie pour le musicien humain qui passe des années à perfectionner son art? L'industrie est maintenant aux prises avec ces menaces existentielles. La technologie derrière cette révolution musicale est basée sur de grands modèles linguistiques et des réseaux génératifs adverses, ou GAN. Ces IA sont entraînées sur de vastes ensembles de données de musique existantes, souvent des millions de chansons protégées par le droit d'auteur. Elles apprennent les motifs, les structures, les mélodies et les styles à partir de ces données, puis utilisent ces connaissances pour générer de nouvelles compositions. Ce processus d'entraînement est en soi un point de discorde majeur. Les entreprises d'IA avaient-elles le droit d'utiliser toute cette musique protégée par le droit d'auteur pour entraîner leurs modèles sans permission ni compensation? Cette question est au cœur des batailles juridiques qui secouent actuellement les fondations du monde de la musique, opposant les innovateurs technologiques aux gardiens établis de l'industrie musicale. Le paysage juridique en 2025 est dominé par des poursuites à enjeux élevés. Les grandes maisons de disques comme Universal Music Group, Sony Music et Warner Music Group ont intenté d'énormes poursuites contre les plateformes de génération de musique par IA, notamment Suno et Udio. Les labels soutiennent que ces plateformes se sont livrées à une violation massive du droit d'auteur à une échelle sans précédent. Ils affirment que les modèles d'IA ont été entraînés sur leur vaste catalogue de musique sans autorisation. Cela, affirme-t-il, n'est pas une utilisation équitable, mais une forme de vol numérique, où la valeur de leurs œuvres protégées par le droit d'auteur est utilisée pour construire un produit concurrent qui pourrait finalement dévaloriser la musique elle-même. Ces affaires sont des défis juridiques marquants qui définiront les règles pour l'IA pour les années à venir. L'argument juridique central tourne autour du concept de l'auteur et de la protection du droit d'auteur. En l'état actuel des choses, la loi ne reconnaît pas une IA comme une personne morale et ne peut donc pas lui accorder de droit d'auteur. Une œuvre doit provenir d'un esprit humain pour être éligible au droit d'auteur. C'est pourquoi la musique entièrement générée par une IA tombe dans le domaine public. Cependant, la situation devient plus floue lorsqu'il y a une implication humaine significative. Si un musicien utilise une IA pour générer une mélodie, mais la retravaille ensuite de manière extensive, ajoute ses propres paroles et interprète les voix, un tribunal pourrait juger qu'il y a suffisamment de créativité humaine pour justifier la protection du droit d'auteur. La ligne est floue et est actuellement testée dans les tribunaux. Cette incertitude juridique a créé un climat de peur et de confusion. Les artistes qui veulent expérimenter avec les outils d'IA hésitent, craignant que leur travail ne soit pas protégé ou qu'ils n'enfreignent par inadvertance le droit d'auteur de quelqu'un d'autre. Les poursuites des grandes maisons de disques ont un effet dissuasif, rendant de nombreuses petites plateformes et artistes indépendants méfiants à l'égard de l'IA. L'industrie est divisée. D'un côté, il y a les entreprises technologiques qui défendent l'innovation et la démocratisation de la créativité.
De l'autre, il y a les maisons de disques et les organisations de défense des droits des artistes qui luttent pour protéger la valeur de la musique créée par l'homme et assurer une juste rémunération pour un système qu'elles croient bâti sur leur travail. Les résultats de ces poursuites auront des conséquences considérables. Si les tribunaux donnent raison aux maisons de disques, cela pourrait forcer les entreprises d'IA à payer des milliards de dollars de dommages et intérêts et à obtenir des licences pour toute la musique utilisée pour l'entraînement de leurs modèles. Cela pourrait rendre la génération de musique par IA beaucoup plus chère et moins accessible. Cela pourrait également conduire à des réglementations plus strictes sur la façon dont les modèles d'IA peuvent être entraînés. Si, cependant, les tribunaux favorisent les entreprises d'IA en vertu d'un argument d'utilisation équitable, cela pourrait accélérer la révolution de la musique par IA, mais potentiellement au prix de la dévalorisation des catalogues de musique existants et en rendant plus difficile pour les artistes humains de gagner leur vie. Nous sommes à la croisée des chemins, et la direction que nous prendrons façonnera l'avenir de la musique pour les générations à venir. Alors que la musique générée par l'IA inonde le marché, la nécessité de la distinguer des morceaux créés par l'homme est devenue critique. L'une des techniques les plus prometteuses pour cela est le filigrane audio. Cette technologie intègre une signature numérique imperceptible directement dans le fichier audio d'une chanson générée par l'IA. Ce filigrane est inaudible pour l'oreille humaine, mais peut être facilement détecté par un logiciel spécialisé. Les entreprises développant des générateurs de musique par IA sont sous pression pour intégrer cette technologie dans leur production. Cela permettrait aux plateformes de streaming, aux maisons de disques et aux organisations de droits d'identifier automatiquement le contenu généré par l'IA, facilitant ainsi la gestion des redevances, l'application des politiques et la transparence pour les auditeurs qui veulent connaître l'origine de la musique qu'ils apprécient. En plus du filigrane, les principaux services de streaming comme Spotify, Apple Music et Deezer développent et mettent en œuvre leurs propres filtres de détection sophistiqués. Ces systèmes ne se contentent pas de rechercher un filigrane spécifique. Ils utilisent de l'IA pour analyser l'audio lui-même. Ils peuvent identifier les subtils artefacts sonores, les motifs répétitifs ou les signatures stylistiques qui sont souvent caractéristiques de la musique IA de la génération actuelle. Deezer a été particulièrement vocal sur ses efforts pour construire un outil capable d'étiqueter et de différencier les différents types de contenus générés par l'IA. Des morceaux qui utilisent l'IA pour une petite partie de la production à ceux qui sont 100% générés par l'IA. Cela leur permet d'appliquer différentes règles et étiquettes, leur donnant plus de contrôle sur leur plateforme. Cela nous amène aux distributeurs de musique, le lien essentiel entre les artistes et les plateformes de streaming. DistroKid, l'un des plus grands distributeurs indépendants, a dû établir des règles claires pour la musique IA. Leur politique exige généralement que les artistes divulguent l'utilisation de l'IA dans leur processus créatif. Surtout, les artistes doivent garantir qu'ils ont les droits légaux sur chaque partie de leur chanson, y compris les éléments générés par l'IA. C'est là que ça devient délicat. Étant donné que la musique entièrement générée par l'IA ne peut souvent pas être soumise aux droits d'auteur, DistroKid peut refuser de la distribuer. Leurs politiques se sont fortement influencées par les exigences des principales plateformes de streaming. Si Spotify ou Apple Music décident qu'ils n'accepteront pas certains types de musique IA, alors DistroKid n'a d'autre choix que d'appliquer cette règle. D'autres distributeurs naviguent sur ce nouveau terrain avec des approches variables. Des plateformes comme CD Baby et Amuse ont des politiques similaires à DistroKid, soulignant la nécessité pour les artistes de détenir des droits clairs sur leur travail. Lander, qui a commencé comme un service de mastering alimenté par l'IA, est dans une position unique et explore des moyens d'intégrer des outils d'IA générative tout en assurant la conformité. Symphonic Distribution éduque également activement ses artistes sur les risques et les meilleures pratiques. Le principal défi pour toutes ces plateformes est la gestion des risques. Ils veulent éviter d'être poursuivis par de grandes maisons de disques pour la distribution de contenus contrefaits. En conséquence, beaucoup sont prudents,
plaçant souvent la charge de la preuve entièrement sur le créateur pour s'assurer que sa musique assistée par l'IA est légalement solide. Pour l'avenir, le plus grand risque pour les créateurs est l'incertitude juridique et financière omniprésente. Un artiste indépendant utilisant des outils d'IA aujourd'hui marche sur un champ de mine. Il risque de créer de la musique qu'il ne peut ni posséder ni protéger, versant sa créativité dans une œuvre qui pourrait n'avoir aucune valeur légale. Pire encore, il pourrait faire face à des poursuites judiciaires si l'IA qu'il a utilisée a été entraînée sur du matériel protégé par le droit d'auteur sans permission, rendant potentiellement son morceau une œuvre dérivée contrefaite. Cette ambiguïté étouffe l'innovation et crée un système à deux vitesses, l'un pour les artistes majeurs, avec des équipes juridiques qui peuvent naviguer dans ces eaux, et l'autre pour les créateurs indépendants qui sont laissés à deviner et à espérer ne pas avoir d'ennui. Pour l'industrie musicale dans son ensemble, la menace existentielle est la dévalorisation potentielle de la musique. Si le marché est saturé de millions de morceaux d'IA produits professionnellement mais sans âme, il pourrait devenir plus difficile pour les artistes humains de se faire remarquer. L'abondance de musique IA gratuite ou bon marché pourrait également modifier les attentes des consommateurs, rendant plus difficile pour les musiciens de gagner leur vie grâce à leur art. C'est pourquoi de nombreux artistes et labels plaident pour un avenir où l'IA est un outil qui aide la créativité humaine, et non une machine qui la remplace. L'objectif est de trouver un équilibre où la technologie donne du pouvoir aux artistes sans cannibaliser l'écosystème même qu'elle prétend servir. Pour aller de l'avant, nous avons urgemment besoin d'une évolution de la loi et des politiques des plateformes. La loi sur le droit d'auteur doit être mise à jour pour répondre à la question de la paternité de l'IA. Une solution potentielle est la création d'une nouvelle catégorie juridique spécifique pour les œuvres assistées par l'IA, offrant des protections limitées qui reconnaissent à la fois le créateur de l'invite humaine et le développeur de l'IA. Cela apporterait une clarté juridique et encouragerait une innovation responsable. Simultanément, les plateformes doivent standardiser leurs politiques. Des règles claires, transparentes et cohérentes sur tous les distributeurs et services de streaming aideraient les créateurs à comprendre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, réduisant le chaos et la confusion actuelle qui règnent sur l'industrie. En fin de compte, l'avenir de l'IA dans la musique ne concerne pas seulement la technologie, il s'agit des valeurs que nous voulons défendre. L'espoir est que nous puissions construire un cadre où l'IA sert de puissant co-créateur, amplifiant le talent humain plutôt que de le supplanter. Cela nécessite une collaboration entre les entreprises technologiques, les maisons de disques, les artistes et les législateurs. Cela signifie développer des pratiques éthiques d'entraînement de l'IA, créer des modèles de rémunération équitables pour l'utilisation des données et mettre en œuvre un étiquetage transparent afin que les auditeurs puissent faire des choix éclairés. La route à suivre est difficile, mais elle promet également un monde musical plus créatif et accessible, à condition que nous le construisions de manière réfléchie et avec l'art humain au cœur.